Regarde toujours la caméra. Lève un peu la pancarte. Encore un peu. Voilà. On fait un essai? Comme ça, c'est bon? Oui, c'est bon. Tu peux peut-être l'abaisser encore un peu. Encore un peu, pour ne pas cacher ton cou. Voilà, c'est bien. Bonjour, je suis Anna de la Cruz. Je recherche ma fille qui m'a été enlevée. Recommence. Je suis terriblement nerveuse. Bonjour, je suis Anna de la Cruz. Je recherche ma fille Maria Elena qui a disparu de l'hôpital clinique le 18 juin 1975. Bonjour, je suis Manuel Teodoro Pimienta. Je suis ton frère. Je recherche mon fils. Nous recherchons nos petites filles. Mes filles jumelles. Tu es né le 17 mars 1978. 1960. 1980. À l'hôpital Mutua de Tarrasa. À la clinique La Alancia. À l'hôpital clinique de Barcelone. Je te recherche. Je te recherche. Je vous recherche. Nous vous recherchons et vous rechercherons toujours. On ne peut pas revenir en arrière. C'est pour ça que ça me rend malade de ne pas avoir compris ce qu'ils étaient en train de me faire. Grâce à un suivi psychologique, j'essaie de m'ôter tout ça de la tête et de me défaire de ma culpabilité. Comme le disent mes psychologues, j'étais pas préparée à ça. Et on m'a choisi parce que j'avais le profil idéal et que je me rendais compte de rien. Il faut que les gens sachent que ce trafic de bébés a eu lieu en Espagne, et ouvertement, que certains des coupables sont encore en vie, et qu'une institution très puissante y a activement participé, l'Église catholique, qui cherche d'ailleurs actuellement à entraver notre enquête. Ses membres veulent nous empêcher de retrouver nos mères. Ils veulent éviter que ce négoce mafieux soit révélé au grand jour et que l'on découvre la véritable ampleur de ce scandale. C'est pour ça que leurs archives ne seront jamais rendues publiques. Nous, les enfants adoptés, nous ne pensons pas mériter la vie. Nous nous sentons rejetés par la vie. On nous a privés du plus important. Je suis tombée enceinte à l'âge de 14 ans. On avait beaucoup de problèmes à la maison. Et ma mère disparaissait souvent, et pendant longtemps. Une assistante sociale est venue me chercher à Calella, où je vivais, et elle m'a placée dans un centre pour mères célibataires, le centre Santa Eulalia, où je suis restée 2 mois. J'étais bien avec les autres femmes enceintes et celles qui avaient déjà accouché. C'était un centre catholique, mais c'était bien. J'étais vraiment mieux que chez mes parents. Puis le moment de l'accouchement est arrivé. En fait, j'avais pas de contraction, mais ils m'ont dit qu'il était temps. Ils m'ont dit de préparer mes affaires et ils m'ont appelé un taxi. Ils ont eu beau m'assurer que tout irait bien. J'étais extrêmement tendue. Puis ils m'ont donné 2 pilules pour me calmer et à partir de là, je n'ai plus aucun souvenir.
Je m'appelle Alicia Rueda Jiménez. Je suis née à l'hôpital Nuestra Señora del Rosario à Madrid. J'ai été adoptée à la naissance. J'aimerais connaître mes origines. Ma mère ne pouvait pas avoir d'enfants, mais mon père en voulait. Ils passaient toujours beaucoup de temps avec leurs neveux et nièces. Un jour, une tante de mon père, la sœur de mon grand-père, originaire comme toute la famille de Grenade mais vivant à Madrid, l'a mis en relation avec la sœur Pura. Qui avait des bébés prêts à être adoptés. Plus tard, on a fait des recherches sur la sœur Pura. Je pensais que c'était une femme super, vu qu'elle était nonne. Et que les nonnes sont censées être de bonnes personnes qui se consacrent aux autres et qui aident leurs prochains. Mais non, elle trempait dans un trafic de bébés volés. Ces gens ont à la fois profité de la détresse des mères célibataires, mal vues à l'époque, et de la détresse des familles qui ne pouvaient pas avoir d'enfants. Ils ont servi d'intermédiaires et ont monté un commerce occulte. En enquêtant, on s'est rendu compte que l'hôpital del Rosario était impliqué aussi, tout comme le gynécologue de ma mère et l'avocat chargé des documents pour mon adoption et celle de mon frère Emilio. Bref, un tas de gens sont impliqués dans ce trafic. Je me suis réveillée dans une chambre d'hôpital. La gynécologue qui s'était occupée de mon accouchement m'a dit que ça s'était mal passé. Que mon fils était né trop petit et qu'il était mort à la naissance. En 2013, j'ai reçu un appel téléphonique. L'homme au bout du fil m'a demandé si j'étais seule ou accompagnée. J'ai trouvé ça bizarre. J'ai répondu que j'étais seule et j'ai demandé ce qui se passait. Il m'a dit que ma fille biologique était à ma recherche. J'ai expliqué qu'il devait s'agir d'une erreur parce que j'avais eu un fils en 1987, mais qu'il était mort à la naissance. Alors l'homme m'a donné ces informations sur le centre où j'avais été hébergée, sur le lieu et la date de mon accouchement. Toutes ces données étaient exactes. J'ai répondu que si ce qu'il disait était vrai, je voulais voir ma fille. Je l'ai donc rencontré 5 jours plus tard. Ça a été un moment très émouvant. Nous avons passé 3 heures ensemble, en présence de psychologues. Nous avons beaucoup pleuré et nous n'arrivions presque pas à parler. Ce jour-là, elle m'a donné un album avec des photos d'elle depuis sa naissance. Sur ces photos, j'ai reconnu sa mère adoptive. À l'époque, elle m'avait fait croire qu'elle était assistante sociale, ce qui était apparemment faux. Et elle m'avait accompagnée plusieurs fois à la clinique pour des visites médicales. Ça prouve bien que tout était très organisé. Voici le formulaire de sortie de ma fille de l'hôpital d'Eceus. C'est l'original que m'a donné Marina. Et ça, c'est une copie du registre d'état civil. On y voit qu'elle a été inscrite en moins de 48 heures sous le nom de famille de ses parents adoptifs.
C'était illégal d'inscrire quelqu'un avant l'âge de 2 ans. Personne n'a donné d'autorisation. Ni le tribunal pour mineurs, ni ma famille, ni moi n'avons donné notre accord pour l'adoption de mon bébé. On me l'a tout bonnement enlevé. Je suis Enrique Villa Torres, avocat et enfant adopté. Depuis de nombreuses années, je me consacre à la recherche de personnes et aux retrouvailles des familles. Je suis donc avocat et auteur. Et je recherche moi aussi ma mère. En 1965, ils ont payé 1 million de pesetas pour moi. Si on part du principe que chaque bébé volé a été payé autant, ça fait beaucoup de millions. C'est une fortune. Mais où sont passés tous ces millions? Des gens influents achètent le silence des personnes impliquées. C'est bien plus compliqué qu'il n'y paraît. Des gens de tous les partis? Oui, de tous. En Espagne, de nombreux enfants adoptés se sont rendus compte qu'ils avaient été volés. Cette pratique, qui avait commencé sous le franquisme, comme système d'épuration ethnique, a perduré jusque dans les années 90. On estime à 300 000 le nombre de bébés volés en Espagne et vendus par des mafias, impliquant entre autres des sœurs, des religieux, des avocats, des notaires, des médecins et des infirmières. Ces bébés n'ont pas été abandonnés volontairement par leur mère biologique. Ils ont bel et bien été volés. Bien, je vais regarder ça. Le plus grand obstacle à la réunification de familles séparées en Espagne, ce ne sont ni les hommes politiques, ni le franquisme, ni une idéologie politique. Cet obstacle, c'est l'Église. L'Église s'est toujours immiscée dans la politique. Et pas uniquement sous le franquisme. Le Parti conservateur, Partido Popular, soutient ouvertement l'Église. Et ça perdure encore, à travers l'Opus Dei, l'œuvre de Dieu, une organisation obscure, très secrète, et dotée d'un énorme pouvoir économique, social et politique. Alors que nous venions de porter l'affaire des bébés volés en justice, j'ai été appelé par cette organisation. On m'a fortement conseillé, ou plutôt très poliment menacé, de ne pas autant critiquer l'Église lors de mes apparitions publiques. Bien sûr qu'on était au courant. On ne pouvait pas ignorer ce qui se passait. Toutes celles qui travaillaient là-bas et plein d'autres étaient parfaitement au courant. Oui, je savais que les parents adoptants payaient la bonne sœur. Ils pensaient rendre service à une mère célibataire qui abandonnait son bébé et que celle-ci serait payée en retour. Mais on savait tous que ce n'était pas le cas. Pour moi, cette nonne était égoïste. Elle voulait tirer le maximum de profit de ses enfants. Elle s'enrichissait sur le dos des parents qui désiraient un enfant. Connais-tu le nombre de victimes? Non, mais je sais qu'il y en a eu beaucoup. Il y en aurait eu 300 000. Mais 300 000 dans toute l'Espagne, non? C'est possible. 300 000 personnes qui recherchent leurs proches. Oui, c'est dur. Mais le pouvoir, c'est le pouvoir. Des gens entrent dans un hôpital et emportent une petite fille qui vient de naître, sans avoir aucun document justificatif. Vous appelez ça comment?
Ce n'est pas une adoption, c'est un vol. Il y avait des intermédiaires, des sages-femmes ou des assistantes sociales qui entretenaient des liens avec les institutions locales. Elles savaient quels parents cherchaient à adopter. Elles leur disaient, pour telle somme, je vous trouve un bébé. Inscrivez-le comme votre enfant naturel et il ne saura rien de son adoption. Il ne posera pas de questions et il ne recherchera jamais ses parents biologiques. Le 27 janvier 1982. C'était le premier reportage sur le sujet. La nonne et son trafic de bébés. Au début, c'était un reportage tout à fait ordinaire. On nous a appelés à la rédaction pour nous signaler plusieurs morts suspectes de nourrissons dues à des otites. Vu que c'était tout de même étrange qu'autant de nouveau-nés meurent d'une maladie relativement bénigne, on s'est rendu à l'hôpital San Ramón, qui à l'époque se trouvait tout près de la rédaction. Sur place, Maria Antonia, la journaliste, a interrogé les infirmières, notamment sur leurs difficultés professionnelles. Au cours de la conversation, on a appris qu'elle conservait des bébés morts pour les montrer aux mères qui venaient d'accoucher. Je n'en revenais pas. C'était fou. Quand elles nous ont assuré que c'était vrai, j'ai dit que je voulais les voir de mes propres yeux si c'était possible. Autrement, je n'arriverais pas à le croire. On a donc convenu d'un rendez-vous le lendemain à 21h. J'y suis allé. L'hôpital était gigantesque et m'a paru fantomatique. On m'a ouvert la porte et je suis entré. Puis elles ont sorti un nourrisson d'un réfrigérateur et l'ont enveloppé dans un lange de la maternité de Madrid. Dans un frigo américain, il y avait 2 bébés, des filles. Celle que j'ai prise en photo et une autre. Elle servait de bébé de démonstration et se trouvait là depuis des mois. Imaginez, une mère attend un bébé. Elle le met au monde et on lui montre un bébé mort, alors qu'on lui vole le sien. J'ai pris des photos et je suis parti. L'article est bel et bien paru en double page. Je redoutais les conséquences. Je pensais qu'au moins la police viendrait m'interroger. Mais personne n'est venu. L'oncle du médecin était en lien avec le tribunal suprême et l'affaire a été étouffée. Plus tard, la police a bien posé quelques questions, mais elle n'a rien fait.
Ancho, c'est l'heure de se lever. Ancho, bon dia. Déjà? Allez, mon chéri, tu as école. Coucou. Tu as bien dormi? Très bien. J'ai rêvé que j'étais une loutre. Une loutre? Oui, De quel genre? une loutre de rivière. Et tu faisais quoi? Je jouais avec les autres loutres. Ah oui? Oui, et j'étais une fille. T'étais une loutre femelle? Oui. Regardez, c'est moi, toute petite, quand ils m'ont adoptée. Quelle horreur, je ressemblais à un extraterrestre. J'avais une tête immense. Regardez-moi ces jambes. Et cette tête de forceps. Oh là là. Ça, c'est ma grand-mère. Quand as-tu appris que ton adoption était illégale? Très récemment, à la mort de mon père. Quand j'ai trouvé tous les documents à sa mort, j'étais fâchée contre lui, mais aussi contre mon frère et ma mère. Contre mon frère parce qu'il ne cherche pas à connaître la vérité sur nos parents biologiques. Il ne me soutient pas et ne m'aide pas dans ma quête. Et contre ma mère parce qu'elle est furieuse que je veuille savoir. Je lui ai dit que je l'aimerais toujours, mais que j'avais besoin de connaître la vérité. Elle a quitté Barcelone sans prévenir. C'est une sale affaire, avec des zones d'ombre. Et je me sens extrêmement seule. J'ai encore la sensation d'avoir perdu mon fils. Et ce sentiment ne disparaît pas du jour au lendemain. Quand j'allais au cimetière, près de chez nous, pour me recueillir sur la tombe de mes grands-parents, je priais en même temps pour mon bébé mort, et je continue de le faire. D'un côté, j'avais perdu mon fils, et de l'autre, j'avais retrouvé ma fille. Mais on m'a enlevé Marina une seconde fois. Elle a vécu 9 mois avec nous et tout se passait à merveille. On voyageait, elle m'accompagnait partout. On s'entendait très bien. Elle me comprenait. On déplorait toutes les deux la vie qu'on aurait pu avoir avec elle et ses 3 merveilleux frères. Un jour, je lui ai dit que je voulais porter plainte contre les personnes mouillées dans cette affaire. Elle était d'accord et elle m'a donné des documents que sa mère adoptive gardait chez elle. Mais un jour, tout a basculé. Presque un an après ma plainte, elle m'a demandé de la retirer parce qu'elle ne voulait pas voir ses parents adoptifs, qui l'ont tout de même élevée, impliqués dans une procédure pénale. Elle m'a dit que si je refusais de le faire, elle et moi ne pourrions plus être mère et fille, ni même amies. J'y ai réfléchi sérieusement, mais quelque chose en moi m'en a empêché. Pour moi, faire comme si de rien n'était revenait à m'enterrer vivante. No me deja, es como enterrarme en vida, ¿no? Entonces decido que no,
J'ai donc pris la décision de porter l'affaire en justice. Je ne peux pas pardonner. J'arrive à pardonner à personne. J'ai décidé d'aller jusqu'au bout, quoi qu'il m'en coûte. À partir de ce moment-là, nous n'avons plus eu aucun contact. Compañeras y compañeros, esta voz que hoy escucháis no quisiera que fuera una voz más que clama en el desierto. Esta voz es la voz de una víctima de la desesperación y la impotencia debido a la situación creada por años de lucha, de investigación y de no haber podido encontrar una solución definitiva por lo que se ha venido a llamar los casos de los bebés robados. On a un objectif commun. Être entendu par le plus grand nombre. Je ne reviendrai pas en détail sur les événements des années 70 en Argentine, mais c'est là-bas qu'est née cette campagne en noir et blanc, toute simple au premier abord. Bien sûr, en réalité, elle est bien plus complexe. De nombreuses familles ont pu être réunies grâce à cette campagne. Elle est courte et percutante parce que dans les médias, tout doit aller vite. C'est donc un format court dans lequel on voit et on écoute brièvement une personne pour amplifier l'impact médiatique. Cette campagne qui a débuté dans les années 80 est toujours en vigueur. La nôtre sera assez similaire. On va commencer. Chacun portera cet insigne. Je te l'épingle? Adresse-toi à lui, calmement. Quand vous voudrez. Prenez votre temps. Bonjour, je suis Isabelle Alcaraz. Je recherche mon fils, né à la maternité le 11. Je suis stressée, pardon. Non, c'est bien. À mon signal, vous attendez 3 secondes et vous commencez. À vous. Bonjour, je suis Pepa Anguita Palacio. Je suis ta tante et je te recherche. Bonjour, je suis Rosa Roche, ta grand-mère. Bonjour, je suis Manuel Teodoro Pimienta, ton frère. Je recherche mon premier-né. Nous recherchons nos petites filles. Je recherche mon fils. Je suis ta cousine. Je suis ta sœur. Je te recherche. Nous vous recherchons. Las madres de bebés robados pedimos la colaboración de todo aquel que nos quiera ayudar con su firma para poder llegar al Parlamento Europeo. El gobierno español no nos hace caso. Y aún así se permiten decir que lo que queremos es sacar dinero después de 40 años que nos robaron nuestros hijos. Los hay desde los tiempos del franquismo. Franco los quitaba para que no tuvieran ideas rojas, como ellos le decían a las personas izquierdas. Y luego eso se formó un organismo donde vendían a los niños. Estaba leyendo lo que estaba firmando. Entonces he visto que la firma no es para denunciarlo. No, sí que aquí ya hemos firmado. Para denunciarlo fuera, en Estrasburgo. No, mira, bueno, hay casos de toda España que tienen relación con el franquismo y otros, como es mi caso, que es posterior, pero también apoyamos esa querella. Y lo otro, la otra firma es para llevar los casos a Estrasburgo, que de hecho ya están allí. Entonces, si tú estás interesada en buscar, en poner denuncia, lo que podemos es informarte y decirte los pasos que tienes que hacer, la documentación que necesitas, dónde ir, cómo hacer, todo
eso podemos informar. ¿Dónde naciste? En Madrid. Ah, en Madrid. Me parece. ¿En el hospital no te han dado nada? ¿No te han dado papeles ni nada? En el hospital dicen que hubo un incendio. Ah, como todo el mundo. A nosotros nos han dicho que había... a nosotros que se había inundado los sótanos y los papeles se habían perdido. Esto es muy complicado. Esto es muy complicado. Sí, es complicado. Además es curioso. Mi padre adoptivo tenía una tienda aquí en la calle San Jaime I. O sea que yo me he criado aquí. Y mi padre me ha querido muchísimo, pero claro, no me ha dicho la verdad. No te ha dicho la verdad. Eso también dice. No. Entonces, cuando murió ya entonces salió todo a la luz, ¿no? Bueno, salió a la luz los papeles y entonces empecé a preguntarle a mi madre adoptiva y no quiere. No quiere. No quiere y luego me ha abandonado. Claro, ella que va. J'accepterai ce que je découvrirai. Je sais bien que certains enfants adoptés ayant rencontré leur mère ont été déçus et ont rompu tout contact. C'est évident parce que plus on souffre, plus notre imagination embellit les choses pour mieux supporter la douleur. J'accepterai la situation, quelle qu'elle soit. Mais il faut que je sache. Je veux arrêter de cogiter sans cesse. Et trouver la paix. Je veux connaître mes origines et celles de ma famille. Je désire seulement savoir d'où je viens. Nous, les enfants adoptés, nous n'avons pas de racines. Nous sommes perdus. Tout le monde sait qu'un nombre d'enquêtes sans précédent est mené concernant les bébés volés. Malgré les innombrables preuves, ces enquêtes n'avancent pas. Je ne comprends pas pourquoi elles n'aboutissent pas. Je ne sais pas si c'est par manque de volonté, par manque de moyens ou de ressources, mais ce que je sais, c'est que c'est pas normal qu'après tant d'années, personne n'ait été condamné. On verra ce que dit le tribunal. Malgré tout, je garde foi en la justice. Et si ça ne marche pas, on s'adressera à une autre cour. Quand j'ai rédigé ton recours, ton histoire m'a fait l'effet d'un roman. Maintenant, ce qu'il faut bien démontrer au juge, c'est qu'à aucun moment tu n'as donné ton consentement pour faire adopter ta fille. On a beau tourner la situation dans tous les sens, tu n'as jamais donné ton consentement. Et le seul moment où tu aurais pu le faire, c'est celui de l'accouchement. Mais la gynécologue elle-même a déclaré ne pas te l'avoir demandé. C'est donc sans ton autorisation qu'elle a signé le certificat d'adoption le lendemain. C'est vrai. Depuis que j'assiste Clara Alfonsa en tant qu'avocat, cette affaire est devant les tribunaux. Suite à une instruction judiciaire, le juge a conclu qu'aucun délit n'avait été commis. Donc, aucune des personnes impliquées n'a pu être mise en examen. Nous avons fait appel devant le tribunal provincial de Barcelone. Si nos arguments sont jugés recevables, l'affaire sera réouverte et les responsables pourront être jugés.
J'aimerais que l'affaire de Clara Alfonsa soit réouverte et qu'un procès ait lieu rapidement, sans que d'innombrables nouvelles investigations soient lancées, car toutes les preuves possibles ont déjà été apportées. Récemment, je suis allée à la place San Jaime, à une manifestation de mères venues surtout de Catalogne, mais aussi de Madrid, et qui recherchent leurs enfants dérobés à l'hôpital. Elles ont évoqué Lourdes parmi les hôpitaux en Catalogne? Non, mais elles ont entendu parler de cas de vol de bébés là-bas aussi. À Nuestra Señora de Lourdes. Oui. En arrivant sur la place, je me suis dit que je n'avais rien à voir avec elles et que je n'avais rien à faire là parce qu'elles étaient mères de bébés volés et moi, une fille adoptée. Mais en écoutant leurs histoires, j'ai compris qu'on avait quelque chose en commun. Nous avons toutes vécu dans le mensonge et on nous a fait croire qu'on était folles et seules. Pour être honnête, je suis exténuée. Le pire, c'est le comportement de ma mère adoptive. Son désintérêt et sa façon de fuir sans donner d'explication. Et ma cousine et mon frère qui me rejettent depuis que j'ai commencé à rechercher d'où je viens. Ils estiment que ta mère adoptive ne mérite pas ça. Et que je n'ai pas le droit de chercher. Ni le droit de chercher, ni aucun autre droit. En tant qu'enfant adopté, tu n'as que des devoirs. Et surtout envers ta mère adoptive. Ta famille pense que tu es injuste envers elle. Et elle se dit que si tu trouves ta mère biologique, elle n'aura plus de place dans ta vie. Mais quel genre de mère c'est? Je n'ai même pas envie d'aborder le sujet. Moi, je pense qu'en 40 ans, s'il y a bien un moment où elle aurait dû être ta mère, c'est maintenant. Elle aurait dû te dire « Alicia, asseyons-nous. Je vais te raconter tout ce que je sais et te soutenir dans ta démarche. » Voilà ce qui aurait fait d'elle une mère, et pas les documents qu'elle a signés pour ton adoption. On a un groupe sur Facebook. Il est en cours d'actualisation. Si ça t'intéresse, tu peux t'y ajouter. Je me présente comme fille adoptée? Oui, bien sûr. Chacun fait selon qui il recherche. Tu es née où? À l'hôpital El Rosario de Madrid. Voilà, je te passerai la liste. À mon tour pour la photo. Ce qu'on demande, c'est un site unique, une banque de données centralisée pour que tout le monde ait accès aux mêmes informations. Parce que si par exemple tu étais ma fille et que je faisais tester mon ADN dans un laboratoire et toi dans un autre, on ne se retrouverait jamais. Le premier laboratoire à nous offrir ces services a été le Genómica. On y a tous fait nos tests ADN. Mais il y a eu un scandale. Une mère et une fille d'Alicante y avaient fait faire des tests et on leur a dit que le résultat était négatif. Quand elles ont fait refaire les tests par un autre laboratoire, le résultat était positif. Elles ont donc porté plainte et l'affaire a fait grand bruit dans les médias. L'enquête a révélé que la directrice du laboratoire est la sœur de la secrétaire générale du Partido Popular. Il est évident que les résultats des tests avaient été falsifiés. À partir de ce moment-là, d'autres laboratoires se sont mis en contact avec nous et nous ont proposé leurs services par le biais d'associations.
La majorité d'entre nous a accepté ces nouveaux tests. Vous avez donc fait faire 2 tests? Non, on a fait contrôler nos résultats par un autre laboratoire. Refaire un test, c'était avoir des frais supplémentaires. On nous a aussi conseillé de ne pas faire contrôler nos résultats en Espagne, mais de les envoyer à l'étranger. Mais là encore, c'est très cher. C'est pour ça que le plus logique serait une banque centralisant toutes les données ADN d'Espagne. Bon, qui vivra verra. Bien, il est temps de partir. Refermons bien derrière nous. Sur le plan émotionnel, ma vie a été merdique. Ça m'a beaucoup aidé d'exprimer mes émotions à travers l'art. De visualiser ma mère biologique, de la dessiner, de la peindre. J'ai peint des millions de femmes imaginaires. C'est le désir d'une famille biologique, non? Mais je pense que tous ceux qui s'adonnent à l'art cherchent à surmonter un traumatisme. Chacun a sa propre manière d'embellir les choses pour continuer à vivre. Ma bouée de survie, c'est probablement l'art. Je veux être aux côtés des victimes. Elles me disent souvent, mais tu as déjà retrouvé ta fille. Je leur réponds que je veux être là, indépendamment de ce qu'il adviendra de mon affaire devant la justice. Je veux qu'on nous écoute et qu'on soutienne les victimes. Parce que je connais leur souffrance et leur chagrin. On a besoin les unes des autres. Je vais vous prélever un échantillon d'épithélium buccal et un échantillon de sang. Ces 2 types de cellules différents permettront d'obtenir votre profil pour l'intégrer à une banque de données et le comparer à celui de mères et de frères et sœurs potentiels. D'abord, l'épithélium buccal. On va isoler des cellules de l'épithélium buccal et en extraire l'ADN pour obtenir votre profil. C'est tout? Oui. Mais t'en sais pas plus? Non, pas encore. Vous collaborez avec d'autres laboratoires? Vous avez des banques de données communes? Non, chaque laboratoire a sa propre banque. Quel dommage. C'est vrai. Par contre, on a une banque de données ouverte où chacun peut entrer ses données. Même des personnes qui n'ont pas fait faire leur test ADN dans ce laboratoire. Il suffit pour ça d'aller sur notre site internet. Bien. Je mets à Madrid. Oui.
L'affaire de Clara Alfonsa a également été classée par le tribunal provincial de Barcelone. Avec tout le respect dû aux magistrats, je trouve cela honteux. Ils ont reconnu que l'affaire comporte des aspects illégaux et que l'adoption n'a pas été menée dans le strict respect de la loi. Mais l'arrêt stipule que les faits ne peuvent être qualifiés de vol de bébé, car rien ne prouve que Clara Alfonsa n'ait pas donné son bébé volontairement. Or, il n'existe aucune trace de consentement. Nous allons donc porter l'affaire devant le tribunal suprême d'Espagne. Je représenterai Clara Alfonsa au nom de l'Organisation de défense des droits de l'homme dont je suis le directeur en Europe. Avec son avocat, nous ferons appel au tribunal suprême d'Espagne. Mirna. Ya, va. Bien sûr que j'aimerais connaître ma mère et toute la vérité. Mais je ne veux pas que cette quête détruise ma vie. J'ai peur qu'après en avoir parlé sans cesse, mes recherches n'aboutissent à rien. Ça m'angoisse réellement. Adelina m'envoie beaucoup de messages pour que je vienne en fin de semaine, ou me demandant pourquoi je ne suis finalement pas venue. La vérité, c'est que je suis au bout du rouleau et que je stagne. Certaines semaines, ou certains mois, je passe mon temps à pleurer. Je veux que les choses changent, que justice soit rendue et que la vérité éclate. Mais c'est très difficile. Les seules instances qui puissent me fournir des documents et m'aider sont l'hôpital del Rosario et le ministère de la Justice de Madrid. Mais ils refusent de me venir en aide. Je ne vois pas ce que je peux faire de plus. Ça suffit. J'abandonne. Je suis si désespérée que je fais souffrir tout mon entourage. Mon fils le premier. Barcelone. Regarde, on vient de là-bas. Premia est derrière cette montagne. Tu vois le port de Premia ? On ne nous a pas seulement volé nos enfants. On nous prive aujourd'hui encore de nos jours et de nos nuits. Parce que cette pensée tourne et ne cesse de tourner dans nos têtes. Je ne parle presque jamais de ma fille. Nous avons eu une très bonne relation et je ne l'oublierai jamais. J'espère qu'elle non plus. On a passé une merveilleuse année ensemble. Et plus tard, les problèmes sont survenus. Je peux comprendre sa situation. Elle a vécu tant d'années avec cette famille. Mais je n'arrive pas à l'accepter. Je dois porter cette affaire en justice pour moi et pour personne d'autre. Je n'ai pas accepté l'ultimatum qu'elle me posait. Et notre relation s'est dégradée. Maintenant, notre relation en est au point mort. Mais je ne perds pas espoir. Voilà pourquoi je ne parle ni en bien ni en mal de ma fille. En plus, je sais qu'elle m'aime. Je le ressens au plus profond de moi. Tout comme moi, je l'aime.
Mais chaque chose en son temps. Désormais, il faut laisser le temps au temps. Ciudadanos y ciudadanas, hace ya algunos meses que se alzaba esta voz que hoy volvéis a escuchar. Entonces dije y hoy lo repito de nuevo, no quisiera que fuera una voz más que clama en el desierto. Esta voz es la voz de una afectada como tantas otras, por la desesperación y la impotencia debido a la situación creada por los años de lucha, de investigación, de juicios y de no haber podido encontrar una solución definitiva por lo que se ha venido a llamar los casos de los bebés robados y las adopciones ilegales.